Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être un peu longue, désolé pour ça, mais j'ai vu le duel qu'il y a eu entre Stanislas Zézé, Bertel Tiofo et Jean-Claude Tipama lors du Back to Africa de Philippe Simon. Et cette vidéo m'a beaucoup interpellé parce que c'est vrai que je n'ai jamais dit ça, mais moi-même en tant qu'analyste financier, c'est souvent des débats qu'on a, souvent qu'on discute. C'est-à-dire, vous savez, quand on parle de financement, quand on parle de prêt, quand on parle d'emprunt, il y a plusieurs problématiques, en fait. Il y a plusieurs thématiques qu'on peut tirer derrière. Donc du coup, quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, c'est une vidéo très très intéressante parce que là, on voit trois personnes, un financier, un banquier et un industriel. Donc les trois ont des potentiels totalement différents. On a le financier qui est là pour quoi? Pour voir effectivement comment les finances fonctionnent, comment le marché financier fonctionne. Lui, son rôle c'est quoi? C'est de pouvoir s'assurer que les finances vont bien se porter. On a le banquier de l'autre côté qui fait quoi? Son rôle c'est de quoi? C'est de gagner de l'argent. Donc lui, son rôle c'est de prêter de l'argent. Et il va attirer les gens qui viennent prêter de l'argent pour pouvoir gagner sur les prêts. Parce que les banquiers effectivement gagnent sur les commissions bancaires, mais également sur les prêts qu'ils octroient à des personnes. Et là, on a un industriel qui investit. Donc lui, il a besoin de quoi? Il a besoin d'argent pour investir. Donc c'est trois visions totalement différentes. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, trois visions différentes, mais qui se rapprochent. Et donc on va essayer dans cette vidéo d'analyser ce qu'ils disent. Je vais essayer de vous expliquer en fait l'idée qu'il y a derrière ça en tant qu'analyste financier, moi également, je peux vous donner mon propre idée à moi et vous dire un peu pour moi celui que je suivrai. Parce que pour moi également, j'ai aussi une manière de voir les choses, j'ai ma manière de penser également. Et dans cette vidéo, je vais vous dire un peu la personne pour moi qui se rapproche beaucoup plus de la vérité. Donc on va suivre la vidéo, pas toute la vidéo entièrement. Quand chacun va expliquer ce qu'il pense, je vais revenir pour vous expliquer clairement si elle est thème technique pour vous comprendre rapidement, mais également pour vous faire comprendre que quand on parle du système financier, banquier, tout ça, quand on parle du prêt bancaire en général, les amis, avant d'aller prendre un prêt bancaire, effectivement, il y a des choses qu'il faut réfléchir à l'avance. On va suivre la vidéo, on ne perd pas trop de temps parce que la vidéo soit longue, et au fur et à mesure qu'on écoutera les intervenants, on va avec Christophe bien sûr, je vais essayer de vous donner mon avis là-dessus. Allons-y. Mais Stanislas, hier tu nous as dit, avec beaucoup d'assurance et même de fermeté à un moment donné, Philippe, on n'emprunte pas quand on n'y est pas obligé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire? Allô? Ça marche? Oui, quand on sait que tu fais de l'immobilier, parce qu'on connaît Stanislas sous la notation financière, mais tu fais de l'immobilier, tu construis des immeubles et tu dis qu'il ne faut pas emprunter sauf quand on y est contraint. Alors, il y a une chose qu'il faut comprendre. Déjà, comprenez que les banquiers sont pas des philanthropes. Ils font du business. Donc, ça veut dire que si vous comprenez comment fonctionne la banque et les taux d'intérêt qu'on vous facture, si vous prenez le temps de regarder vos tableaux d'amortissement, vous allez jamais emprunter en réalité. Mais ceci dit, on n'emprunte que quand on a besoin d'emprunter, quand on n'a pas le choix. C'est extrêmement important de se rappeler de ça. On n'emprunte pas pour consommer, je suis d'accord avec le banquier. On emprunte pour investir, mais on emprunte non seulement quand on en a besoin, et on n'emprunte pas pour emprunter, parce que si vous empruntez à 15% et que le business dans lequel vous allez investir va vous rapporter 10%, ça n'a pas de sens d'emprunter. Ça veut dire trouver un autre business qui vous procurer 30%. En réalité, quand je dis qu'on emprunte quand on est obligé d'emprunter, c'est-à-dire qu'on emprunte quand c'est nécessaire, mais il faut savoir emprunter. C'est ça le plus important. Je comprends que des fois, quand l'argent est disponible, on est tenté de le prendre, mais il est extrêmement important de comprendre que l'argent coûte extrêmement cher. Donc, quand vous n'avez pas besoin d'emprunter, n'empruntez pas. Déjà, les banquiers ne financent pas l'amorçage. C'est-à-dire, quand vous commencez un business, comptez sur vos propres revenus jusqu'à arriver à un niveau où vous êtes dans une position de force de négociation. Ce que ça veut dire, je prends l'immobilier par exemple. Quand je construis, moi, un immeuble, je construis le gros œuvre sur fonds propres. Avec le banquier, je construirais l'immeuble, le gros œuvre, en 1 an. Mais sans lui, je construirais en 5 ans, mais je suis pas pressé.
Par contre, quand j'arrive pour emprunter pour les finitions, j'ai déjà investi moi-même, donc je suis dans une position de force, de négociation sur les conditions de l'emprunt. J'ai le choix. S'il me finance, je finis les finitions en 1 an. S'il ne me finance pas, je les finis en 5 ans, mais je les finis tout de même. Donc vous gagnez, ça veut dire que ça, et vous perdez pas de l'argent, vous gagnez de l'argent. Donc faut savoir emprunter, mais emprunter quand c'est nécessaire. N'empruntez pas juste parce que l'argent est disponible. Alors Bertin, toi tu es industriel, on le sait tous ici. Il se trouve que quand tu es rentré au Cameroun... Je vais mettre pause. Dans ce que Stanley disait, il y a 3 choses à retenir. Il y a 3 choses importantes. Je pense qu'il y a une des choses que beaucoup de personnes, c'est vite passé, mais il a dit ça, et beaucoup de personnes peut-être n'ont pas écouté ça. Il a dit, lorsque vous voyez votre emprunt, regardez votre tableau d'amortissement. Tu sais, les gens ne se rendent pas compte de ça. C'est que, lorsque vous empruntez l'argent, je parle à la banque prendre 10 000 € par exemple, et donc un taux d'intérêt, disons, de 5%, et disons que je dois rembourser peut-être, disons, 15 000 €. Ça veut dire que le coût de l'emprunt, c'est-à-dire que le coût que vous rembourse cet emprunt, c'est 5 000 €, c'est l'intérêt. C'est ça tantôt que emprunter de l'argent coûte de l'argent, parce que le coût de l'emprunt sont les intérêts. Et si vous remarquez votre tableau d'amortissement, vous allez comprendre que le banquier, lorsque vous commencez à rembourser le banquier commence d'abord à récupérer les intérêts. Regardez votre tableau d'amortissement. Vous allez voir même qu'il y a des fois des banquiers qui, si vous remboursez par mois 800 €, vous allez voir que sur les... Bon, 800 € c'est beaucoup, c'est 15 000 €. Disons que vous remboursez par mois 200 € par exemple. Vous allez voir que le montant du coût du capital qui sera remboursé, donc on appelle ça quoi? Le capital qui est réduit, qui est remboursé, l'amortissement du capital, voilà, vous allez voir qu'il y a peut-être 50 € de capital et 150 € d'intérêt. C'est-à-dire que le banquier commence d'abord par récupérer ses intérêts avant de récupérer le coût même, c'est-à-dire l'emprunt réel. Et au fur et à mesure que le temps passe, lorsqu'on essaie d'amortir le capital, le remboursement du prêt, que vous allez voir que le coût du capital remboursé augmente et les intérêts diminuent. Mais le banquier au départ commence par récupérer ses intérêts. C'est ça d'ailleurs qui dit que quand vous voyez le tableau d'amortissement, en fait, ça ne peut pas vous intéresser parce que le banquier commence d'abord par prendre ses intérêts. Donc, première des choses, il parle de ça. Deuxième des choses, il dit, empruntez que lorsque vous avez le besoin, lorsque c'est nécessaire. Et là, il a raison. On ne peut pas emprunter de l'argent lorsqu'on n'a pas besoin. C'est pour ça d'ailleurs que les emprunts de consommation sont des emprunts nuls. Parce que vous partez faire un emprunt pour acheter un réfrigérateur, un congélateur, je sais pas, même une voiture, même... C'est inutile. Pourquoi? Parce que ce type d'emprunt, ce sont des emprunts de consommation. Sauf si la voiture que vous empruntez est une voiture qui vous permet d'aller travailler ou d'aller faire du business. Là, ça ne devient pas une valeur mobilière, ça ne devient pas une voiture qui est uniquement pour la consommation, mais c'est une voiture qui est utilisée pour l'investissement. Donc, c'est important de mettre la nature de l'emprunt. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez voir que quand il parle de prêt, n'allez pas utiliser un prêt pour consommer, pas besoin. Allez prendre un prêt pour investir et si vous avez besoin. Et il a parlé de taux de rentabilité et taux d'intérêt. Ça, c'est encore un cas d'école. On va prendre un emprunt lorsque le taux de rentabilité du business est supérieur au taux d'intérêt. Ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller prendre un taux, encore en Afrique, dont les taux d'intérêt sont super élevés. Donc ça sert d'aller prendre un taux d'intérêt à 10%. C'est pas peut-être un taux d'intérêt à 10%, alors que votre taux de rentabilité est de 8%. Vous allez voir, vous allez perdre de l'argent. Donc ce que Stanley dit est totalement vrai. Mais également, il dit une chose qui n'est pas vraie. Il dit, si vous avez l'argent, vous concevez les gros œuvres sur 5 ans, et après, vous partez voir le banquier, vous avez parce que le bien, les gros œuvres sont là, donc ce que vous avez besoin, c'est l'argent pour finir. Donc vous prenez plus de force devant le banquier. Et même si vous prenez 5 ans pour pouvoir, on est d'accord que c'est totalement faux. 10 ans pour construire un immeuble, on est d'accord que pour toute personne qui investit, c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Et donc, moi, personnellement, ce que j'aime souvent, c'est quoi? S'il disait que vous pouvez investir sur les gros œuvres, et après, pour les finitions, vous allez voir le banquier, le rapport de force ascendante, c'est vrai, et vous pouvez négocier un taux d'intérêt très bas, parce que dans le risque que le banquier prend, c'est peu. Disons que vous faites un investissement qui vous coûte
100 000 euros et vous avez déjà dès le départ investi 60 000 euros. Donc le banquier prend une part de risque. Le banquier sait que vous investissez 40 000 euros pour les finitions. Donc dans ce cas, c'est automatiquement que le taux de rentabilité que vous aurez sera supérieur au risque que vous allez prendre chez le banquier. C'est certain parce que vous avez déjà mis votre argent dessus. Et donc, moi j'ai vu mon papa par exemple qui a fait les gros œuvres et qui allait prendre l'investissement pour les finitions. C'est intéressant. C'est beaucoup plus intéressant comme ça. Mais allez investir totalement votre immeuble sur un prêt bancaire. Attention les amis, attention. Dans tous les cas, le mot que vous devez retenir, c'est que emprunter de l'argent quand vous avez réellement besoin et n'allez pas l'emprunter dans des biens de consommation parce que ce type de bien ne rapporte pas de l'argent. Je dis bien, quand je dis bien de consommation, je dis bien si la nature du bien est vraiment un bien de consommation. Continuons la vidéo. Avec les économies que tu avais fait ici en France, tu as raisonné comme Ibrahima Silla. Tu t'es dit, je veux investir avec mon argent. Je ne veux pas prendre le crédit de la banque. Mais, à notre grande surprise, aujourd'hui tu dis que c'était une erreur. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a fait dire plus tard que c'était une erreur? Philippe, c'était une erreur monumentale, je confirme. Philippe, je ne peux pas aujourd'hui parce que j'ai fait les erreurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis à Back to Africa, pour expliquer aux gens ce que j'ai fait de bien, mes échecs et comment ils peuvent éviter ça. En industrie, je reste dans le domaine industriel. C'est impossible de fonctionner sans crédit. Quelle que soit la manne financière que votre famille a, vous ne pouvez pas en industrie me dire que vous allez fonctionner sans crédit. C'est incontournable. D'ailleurs, même si tu as ton argent, tu veux importer, tu vas tirer les traites bancaires. En ce moment, c'est toujours du crédit. Donc, quand je pars au Cameroun, pourquoi je dis que c'était l'erreur monumentale, c'est que quand tu as ton argent en industrie et tu dis avec l'arrogance que j'avais et quand je me suis cassé le nez, je me suis j'ai baissé d'un clan, l'arrogance est partie parce que quand je suis allé au Cameroun, personne ne pouvait me parler, j'avais de quoi investir et je n'avais pas besoin des banques comme j'avais dit à un ami. Et juste avant de démarrer, j'ai compris que je ne pouvais pas démarrer sans la banque parce que je n'avais pas de matières premières, je n'avais pas fait de finition, je n'avais pas de groupe électrogène. Et j'ai plus dépensé, pourquoi? Parce que je naviguais à vue. N'ayant pas pris un crédit, personne. Si un banquier vous dit que votre projet est bancable, ça vous rassure à 50% que vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'ils ne font rien pour rien. Ce sont les gens qui prennent tout, même ce qui ne les appartient pas. S'ils ont la possibilité de prendre, ils prennent. Ce qui fait que, quand tu pars vers la banque, si lui, il étudie ton projet, il te dit, c'est bancable, c'est que tu es sur la bonne voie à 50%. La deuxième chose, c'est qu'il t'exige certaines choses. L'assurance tout risque, qui est aussi bénéfique pour toi. Ça veut dire que vous êtes déjà à 3 sur le business. Il y a le banquier qui veille sur toi. Il y a l'assureur qui veille sur toi parce qu'il a mis son argent pour assurer ton entreprise. Et le risque est partagé. Et l'État qui te regarde aussi parce que l'argent du banquier, c'est les épargnes de ses citoyens. Vous comprenez un peu? C'est dans ce sens que je dis, c'est aussi bénéfique, même si vous avez de l'argent qui peut couvrir votre activité dans l'industrie, c'est toujours bien d'associer tout ce monde-là. Parce que quand j'avais investi mon argent personnel, je n'avais jamais eu l'intention d'assurer l'entreprise tout risque. Personne n'exigeait, puisque je ne devais rien à personne. Donc, le crédit est nécessaire pour l'industrie. Ne faites plus les erreurs que j'avais commises au départ. Alors, Stanislas, on va d'écouter Bertin Tofo. Il dit que lorsque lui il est arrivé au Cameroun, bien sûr avec beaucoup d'argent, il était un milliardaire, puisqu'il fait du business en France, il s'est dit, je crée mon industrie sans les banques. Et rapidement, il a constaté qu'il naviguait à vue. Et lorsqu'il allait voir le banquier, il s'est rendu compte qu'il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il pouvait prendre des conseils sur le banquier et peut-être il devait faire des erreurs. Et donc lui conseille que toute personne qui veut faire de l'industrie, ils doivent aller
chez le banquier, parce que là, si le banquier accepte ton crédit, ça veut dire que ton projet est bancable, ça veut dire que ton projet peut marcher à près de 50%. Et d'ailleurs, dit qu'on a besoin du banquier, par exemple, lorsque tu achètes la marchandise à l'étranger, on sait tous les traits bancaires, donc ton banquier ici, vous avez le banquier là, et puis voilà, on sait comment ça marche. Mais, Bertin Tufo doit dire aussi une chose. Tu ne peux pas venir investir dans l'industriel en Afrique quand toi, tu n'as pas de l'argent. Par exemple, tu peux pas décider de venir investir dans un projet industriel, je sais pas, de 50 000 euros et tu n'as pas 1 euro. Le banquier ne fonctionne qu'avec des garanties. Donc, ce que Bertin Tufo doit également dire, c'est que lui, il pouvait aller chez les banques, il pouvait aller prendre chez les banques parce que lui-même déjà, il avait des garanties solides. Beaucoup de personnes qui vont en Afrique pour investir en industriel, si vous voulez investir avec 100 000 euros et que par exemple vous avez 20 000 euros sans garantie, où est-ce que vous allez prendre l'argent? Sauf si pour lui, le banquier a des informations nécessaires ou bien va vous conseiller, vous avez des informations qui vont faire prendre moins de risques. Mais si vous faites un projet de 100 000 euros et que vous avez 20 000 euros sans garantie, vous n'aurez pas d'argent. Donc, oui, un industriel ne peut pas fonctionner sans les banques, mais il faut également lui dire que lui, il avait également beaucoup d'argent. Il avait ses garanties, non seulement en Afrique, au Cameroun, mais même ses garanties à l'étranger, parce qu'il a tous ses investissements à l'étranger en France. Donc, lui, il avait des garanties et peut-être même un passeport français. Donc, pour lui, concrètement, aller chez le banquier n'était pas compliqué. Au contraire, pour lui, aller chez le banquier était une garantie au niveau de la banque, peut-être au niveau des assurances, voilà. Mais en aucun cas, pour lui, aller chez le banquier était une obligation. Donc, le banquier, pour lui, était un moyen d'être sûr qu'il investit bien, qu'il est dans la bonne marche, la bonne activité, et que son activité est rentable. Mais une personne qui vient investir dans l'industriel et qui dit que je vais investir 100 000 euros alors que j'ai que 20 000 euros, les amis, n'allez pas croire que le banquier est au financier. Hein. Si vous n'avez pas, d'abord, ils vont le dire bientôt, ce n'est pas des garanties solides, ils ne vous financeront pas. Donc, mais d'être pour lui, je le comprends clairement, mais lui, dans son cas, il avait l'argent. Donc, c'était facile d'être bancable. Mais quand tu n'as pas d'argent, mon ami, en Afrique, c'est difficile d'être bancable. Là, il faut le dire clairement. La divergence est née hier parce que on a pris un exemple simple, un jeune ici dans la diaspora qui a de l'argent, qui peut aller lancer un projet, par exemple immobilier au pays. La question qui se posait, c'est est-ce qu'il prend son argent pour construire son immeuble? Et toi, tu disais oui, et Jean-Claude disait non. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, d'après toi, il faut prendre son propre argent pour construire, par exemple, son immeuble? Alors, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que ce que Bertin vient de dire, c'est très important. Je vais prendre le cas de l'Afrique, puisque nous sommes tous en Afrique. Je dis, ça n'a pas de grande valeur si tu prends de l'argent qui va coûter beaucoup plus cher que tes revenus, les revenus de ton investissement. Parce que là, il parle d'assurance et des taux d'intérêt que le banquier va pratiquer. Ce que ça veut dire en réalité, ça veut dire que l'emprunt, il est garanti à 100%. Et donc, quand l'emprunt est garanti à 100%, il devrait normalement avoir un impact sur le coût de l'argent. Et pourtant, en Afrique, ça n'a jamais un impact sur le coût de l'argent. Donc, c'est de la gruge, en réalité. C'est-à-dire que, on vous dit, parce que la garantie, c'est quoi? La garantie, c'est pour couvrir la probabilité de défaut, donc la probabilité de non-paiement, et couvrir la sévérité de la perte en cas de défaut. Mais quand c'est couvert à 100%, ça veut dire qu'il n'y a aucune probabilité de défaut, il n'y a aucune probabilité de perte. Et puisque dans le taux d'intérêt, il y a l'opportunité d'investir et il y a le coût du risque. Si c'est couvert à 100%, il n'y a plus de risque. Donc pour moi, si vous avez la possibilité de construire, ne serait-ce que le gros œuvre de votre maison, vous réduisez le montant que vous devez éventuellement emprunter. Donc vous réduisez le coût final de votre projet. Donc il ne faut pas emprunter juste parce que l'argent est disponible, ou on vous donne, des fois il y a des aberrations, on vous dit, on vous prête 1 million d'euros, mais vous mettez en DAT 1 million d'euros. Donc vous gardez vos 1 million d'euros, vous ne les utilisez pas. Sauf que vos 1 million d'euros sont rémunérés à 3% nantis, et vous payez
8, 9, 10, 11% sur les 1 million d'euros que vous empruntez. Ça n'a même pas de sens. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais moi personnellement, je sais pas si c'est peut-être parce que je suis financier, mais je ferai jamais cette erreur. Enfin, ça me paraît tellement gros et tellement évident. Moi, j'ai 1 million d'euros que vous rémunérez à 3%, je le mets dans un DAT de Nancy, et vous me prêtez les 1 million d'euros, et que je paye à 12%. Enfin bon, il y a un problème là. Enfin, je sais pas, vous voyez pas le problème, vous? Moi, je vois le problème là. Alors, Jean-Claude, il apparaît. Qu'est-ce que Stanley est en train de dire? Il est en train de dire quoi? Il dit tout simplement que quoi? Supposons que vous avez 1 million d'euros dans votre portefeuille, qui vous appartient en cash. Et vous allez voir le banquier qui vous propose de vous prêter 1 million d'euros. C'est-à-dire que le banquier peut vous prêter 1 million d'euros à un taux d'intérêt de 12%. Mais il vous demande que vos 1 million d'euros, vous le mettez ça en DAT Nancy. C'est-à-dire que vous mettez ça comme une garantie. C'est-à-dire qu'au pire des cas, si les 1 million d'euros que vous avez emprunté, vous ne remboursez pas, il prend vos 1 million d'euros que vous avez. Ça veut dire que, oui, peut-être que vous avez un épargne de 1 million d'euros, donc peut-être que vous avez 1 million d'euros dans votre compte bancaire, et vous demandez de mettre ça à terme, une dette à terme, c'est-à-dire comment donner ces 1 million d'euros, c'est votre épargne, c'est vrai, donc que vous pouvez peut-être même pas utiliser. Mais ces 1 million d'euros sont nantis. Donc, cela signifie que les 1 million d'euros, en fait, que vous avez, ne vous appartiennent plus. Donc, pour lui, c'est quoi? C'est que, c'est quand même con. Vous avez 1 million d'euros, mais que vous pouvez investir, vous allez prendre 1 million d'euros chez le banquier à 12%. Donc, vous remboursez peut-être 1 million, 12 000 euros, 1 million, 120 000 euros. Il dit bon. Ça sert à quoi? Puisque les 1 million que vous avez, que vous appartient, ça ne vous appartient même plus que c'est nanti. Ça vous appartient plus que c'est nanti. Donc, pour lui, il dit que, mais c'est quand même con. D'aller, le même argent, ils ont pris ça, en fait, les 1 million d'euros, en fait, de l'épargne, ne m'appartient plus. Puisque s'ils ne peuvent pas remettre 1 million d'euros, ils vont prendre 1 million d'euros. Donc, finalement, tu peux prendre un coût de l'emprunt qui n'est pas nécessaire. C'est ce que Stan est en train de dire ici. Donc, pour ça ne sert à rien d'aller emprunter de l'argent, alors que, en fait, les 1 million d'euros que tu as déjà, tu pourrais déjà l'investir que d'aller le prendre chez le banquier à 12%, alors que c'est 1 million d'euros que tu vas, c'est propre 1 million d'euros que tu prends chez le banquier, tu mets tes propres 1 million d'euros en investissement. Ça sert à quoi? Donc, en fait, c'est un peu logique ce qu'il dit. C'est un peu raisonnable. Faut se dire la vérité. Ce qu'il dit dans le fond, c'est raisonnable. Ici que tu es le méchant. Manifestement, c'est toi qui t'enrichis sur le dos des industriels, des entrepreneurs. Hein? Explique-nous pourquoi, d'après toi, si j'ai 1 million d'euros, je veux construire un immeuble, plutôt que de mettre mon 1 million d'euros dans la construction, vaudrait mieux que je vienne te voir pour que tu me prêtes le 1 million d'euros. D'abord, soyons réalistes. Qui est dans la salle à 1 million d'euros? Donnons des exemples qui nous concernent. Vous donnez des exemples des gens riches, nantis, bénis, héritiers et tout ça. Nous ne sommes pas des héritiers. Je ne sais pas s'il y a un héritier ici dans la salle. Mais toi et moi, nous sommes des gens qu'on appelle issus de l'effort personnel. Ça veut dire j'ai mis 100 euros. 200 euros, 300 euros, 400 euros. Je mets petit à petit. Je n'ai pas de cuillère dans ma bouche pour avoir 1 million. Ce cas de figure n'est pas réel. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Donc, à partir du moment que vous n'êtes pas d'accord, à quoi ça sert un banquier? Un banquier, premièrement, c'est ton conseiller. Il est ton conseiller. Écoute Bertin, voici il faut faire ceci, voici il faut faire ça. Et toi tu écoutes attentivement. Pourquoi? Parce que le banquier, il est au milieu du village. Il a une vision 360 degrés de l'activité économique du pays. Même le gouvernement le consulte en disant « Monsieur le banquier, que pensez-vous? Est-ce que telle politique est bonne ou pas ?» Monsieur l'entrepreneur, c'est pour ça que la banque est étroitement surveillée. Parce que les banquiers, c'est votre conseil. Alors, si je peux te donner un conseil, apprends. Je ne te demande pas d'aimer le banquier, mais à le fréquenter, à le côtoyer, à faire de lui un ami. C'est le premier rôle du banquier.
Le premier rôle du banquier, c'est de conseiller. Nous ne sommes pas de voleurs de maisons. Non, non, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons, j'ai dit, je répète, nous n'avons rien à faire. Nous ne sommes pas une agence immobilière. Allez voir Pathé et les autres pour devenir agence immobilière. Aucune banque ne veut avoir dans ses avoirs un portefeuille de maisons qu'elle ne peut pas vendre. Donc quand on parle de collatéral garanti à 100%, voire 120%, c'est de la réglementation bancaire de tous les pays du monde. Ce n'est pas le rôle du banquier. Mais par contre, quand on parle du cash collatéral, ça veut dire que c'est une garantie liquide. C'est une, chez moi en RDC, on n'a pas parlé de RDC, hein. Les Sénégalais ont parlé ici, chez nous en RDC. Est-ce que RDC est dans la salle? Voilà. Alors, chez nous en RDC, si tu as un cash collatéral, je vais pas donner un exemple d'1 million. Je parle de $1000, $5000, $10 000. Ça nous parle plus, nous qui sommes dans la salle. Des exemples comme ça. Si tu viens, tu me mets ça sur 12 mois, je te rémunère pas à 3%. En RDC, je te rémunère à 5%, à 6%. Par contre, si tu viens demander un crédit qui est 100% couvert avec un cash collatéral, mais dans ce cas-là, je peux te donner un crédit à 7%, à 8%. Donc ça veut dire que le 1% ou 2% qui constitue le coût du capital emprunté dans ce cas-là, constitue le risque que nous allons partager. Mais ton argent, tu as acheté ton immeuble, Philippe, tu l'as construit, ton argent est toujours là. Ta femme et tes enfants, ils te regardent. Parce que nous faisons souffrir nos enfants, nous faisons souffrir nos femmes avec des projets d'investissement, ton épargne. Oui, les femmes, elles sont gentilles, elles ne nous quittent pas. Mais la vérité, c'est que... Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ton argent épargné pendant 5 ans, pendant 10 ans, c'est le fruit de l'effort et des sacrifices, des vacances privées, des restaurants privés. Cet argent, j'ai envie de le voir. Fais ton projet, prends ton emprunt. Ensuite, troisième raison, quand tu empruntes, tu prouves que tu es un bon gestionnaire. Parce que tu peux intégrer le coût du capital dans la rentabilité de ton projet. Si ce n'est pas le cas, alors retournons à la maison, parce que dans ce cas-là, il n'y a aucun risque que tu veux prendre au banquier. Ne vous laissez pas distraire. Les amis, ce que Jean-Claude Tipama a dit ici, en fait, il dit des choses qui ne sont pas vraies. Parce que je pense qu'après, l'autre le dit. Il dit, le banquier ne sont pas les agences immobilières, ne sont pas là pour prendre les biens des gens. Ça, c'est vrai. Aucun banquier ne veut voir son portefeuille rempli, comme l'a dit, des agences immobilières, des biens des gens partout. C'est sûr qu'eux, ils veulent voir leur portefeuille rempli que du cash, non, le remboursement des crédits de leurs clients. Mais, ce qu'il doit dire clairement, il ne faut pas qu'on parle trop. Le banquier ne fonctionne qu'en termes de risque et de garantie. Le banquier ne fonctionne qu'en termes de risque et de garantie. Plus ton risque est élevé, et plus il demandera de garantie. Moins ton risque est élevé, et moins également il demandera de garantie. Donc ça veut dire que tout ce qu'il raconte là, c'est pipeau. Le banquier ne fonctionne que en termes de risque, en termes de retour. Lui, quand il vient chez le banquier prendre de l'argent, ce qui l'intéresse, c'est pas que ton projet marche. Et je pense que Bertrand va le dire après. C'est pas que ton projet marche. Lui, ok, il va te conseiller, il va te dire des choses. Mais ce qui intéresse le banquier, c'est que comment je fais pour récupérer mon argent en cas de... C'est pour ça qu'on parle de risque. C'est ça qui l'intéresse. C'est d'abord ça qui l'intéresse. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que le banquier peut vous demander tout. Ce qui l'intéresse, c'est de savoir si ça ne marche pas, comment je récupère mon argent. Donc, tout ce qu'il raconte en parlant de là, on a l'impression que la banque, c'est oui, aller chercher l'argent. Non. Les amis, les banquiers sont d'abord des personnes qui réfléchissent à... C'est du business. C'est les gars qui veulent gagner de l'argent. Ils gagnent de l'argent sur les taux d'intérêt.
C'est d'abord là qu'il gagne de l'argent. Les banques ne gagnent pas sur les commissions bancaires. C'est d'abord, le banquier, son rôle, c'est de vendre l'argent. Donc, il vend l'argent à un taux et il rémunère ici ceux qui viennent déposer l'argent. Donc, je vais déposer mon argent en épargne à un taux de 3%, de 1%, 2%. Et cet argent, le banquier prend, il le prête à un taux de 10% ou 8%. La différence entre 3% et 5% et 8%, 5% c'est son bénéfice. C'est comme ça que le banquier réfléchit. Et donc, ce qui intéresse le banquier sont les garanties. Donc, tout ce que ce banquier raconte là, c'est les... Il faut croire que le banc, non. Et il parle de l'épargne, il parle de la femme, tout ça, non. Tout investissement commence d'abord par l'épargne. On ne commence pas par investir ce qu'on emprunte, mais on commence par investir ce qu'on a épargné. Donc quand ils disent que madame, la madame dit que non, laisse d'abord l'épargne là-bas, prendre l'argent là-bas, tu investis, tu risques. Non, 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 non. C'est pas vrai. On commence d'abord par investir l'épargne. C'est pour ça que quand tu vas chez un banquier, même pour acheter une maison, il te demande d'abord des fonds propres. Qu'est-ce que toi tu rapportes? On n'investit pas quelque chose qu'on n'a pas d'argent. Donc l'épargne permet d'abord de commencer un investissement. Donc ce qu'il dit n'est pas vrai. Ce qu'il dit là n'est pas vrai. Donc le banquier ne fonctionne qu'en termes de garantie et en termes de risque. Bénéfice, pas bénéfice. Oui, il va vous aider, et vous faisiez un tableau financier, vous allez réfléchir l'activité, vous dites l'activité porteur, pas porteur, parce qu'il a plein de données de ses clients qui investissent. Oui, il peut vous guider un peu, mais en fin de compte, ce qui l'intéresse, c'est comment il récupère son argent. Mais non, Derrière intervention de tout le monde. J'ai pas fini. C'est du prêche. Non. Je termine. Ma conclusion. Attendez. Je termine. Ok. Maintenant, court. court. Le vrai défi, et ça c'est le vœu de mon cœur, le vrai défi, c'est de pouvoir mettre en place des fonds accessibles sans garantie. Je vous promets que on va y travailler. Ça veut dire que tu as un projet, dès lors qu'il est bon et que nous t'avons formé à l'inclusion financière et à l'entrepreneuriat, dans ce cas-là, nous pourrons te financer parce que nous allons te suivre pour permettre d'amorcer. Le fonds d'amorçage là, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que beaucoup n'ont pas même le peu pour amorcer. Oui. Ils disent que son but c'est d'arriver où on prête de l'argent sans garantie. Tout ça c'est de l'enfumage. Il vous dit tout ce qu'il raconte là c'est l'enfumage. Parce que quand il dit ça, il est en train de faire croire que non, le banquier va vous conseiller, va vous accompagner, vous venez à votre projet, on vous conseille, on vous accompagne. Si c'est porteur, le banquier vous donne l'argent sans garantie. C'est de l'enfumage. Les amis, il vous dit c'est ça on veut. La banque ne fonctionne pas comme ça. Ça c'est l'enfumage. Prêt sans garantie. De prêt sans... Et vous dites même quand vous parlez de prêt sans garantie, il y a tout quelque chose derrière. Si vous allez chez le banquier, vous parlez de prêt sans garantie. Lisez bien. Lisez bien. Chez le banquier, il n'y a pas de prêt sans garantie. Il n'y a pas. Lisez bien. Il y a tout quelque chose derrière. Il y a tout quelque chose derrière. Il y a tout quelque chose. Il n'y a pas de prêt sans garantie. Soit où on suppose que ce que vous faites, peut-être qu'on va retourner. Si vous mettez l'argent là-bas réellement, soit on récupère le bien, on va récupérer notre argent. Il n'y a jamais de prêt sans garantie. Donc ce qu'il dit là, c'est de l'enfumage, c'est tout. Vous avez écouté avec patience et religieusement l'expert financier et le banquier. Au fait, ce sont les mêmes gens. Hein. Il faut comprendre. Lui, de l'autre côté, il balaie devant sa cour, il essaye de vous dire si vous amenez ça, vous allez ça. Non, c'est faux. Quand ils sont là, le banquier ne vous prête pas de l'argent pour que vous partiez faire les bénéfices. Comprenez ça clairement. Ce qu'il dit que je l'écoute comme conseil. Oui, on les appelle les conseils à la banque, mais il faut beaucoup faire attention. C'est pour ça que l'expert financier ne prête pas de l'argent. Parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent les deux. Parce que lui, il prend plus qu'il en fallait, il vous dit des choses, au fond ce n'est pas ça, mais la réalité c'est que quand tu veux faire les affaires, il y a les ennemis condamnés à marcher ensemble. C'est le banquier, c'est l'assureur, c'est les impôts.
si tu ne peux pas être d'accord avec eux, mais tu dois faire avec eux. Je ne vois pas un industriel qui peut fonctionner sans les impôts, sans la banque et sans les assureurs. C'est impossible. Sinon, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Je veux me lever, je veux vous dire quelque chose. Les gens qui nous disent aujourd'hui, ils vous disent, Monsieur Tshipama, ils vous disent, Monsieur Tshipama vous dit, si vous déposez 120% de garantie, il vous donne de l'argent. Il se fout de la gueule du monde. Allez voir les expatriés. On est sur le marché en Afrique ensemble. L'expatrié vient avec son passeport. Son passeport. Il vient, on te dit, il a la couverture diplomatique. Il a ceci, il a cela. Il vient, on part dans nos épargnes. On lui donne 100 milliards sans aucune garantie. Vous pouvez voir au Mali, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. On les donne ça, sans aucune garantie. Mais quand nous, les nationaux, on arrive, ils demandent, il faut les garanties. Tu apportes, il en faut. Tu viens même avec le terrain où il y a la tombe de ton père, il prend. Il prend ça comme garantie. C'est ce que nous autres on vit. Je vous dis, c'est la réalité. C'est ce que nous autres on vit. Il prend, même là où il y a la tombe de ton père, il prend le papier, il met à côté. Et demain, quand tu n'arrives pas à rembourser, il te montre quelqu'un qui peut racheter ton crédit. Il dit, ce n'est pas grave, tel peut racheter ton crédit, on peut revoir comment mettre tes activités en marche. Pour vous dire quoi? Et monsieur, je préfère dire monsieur l'expert. Se connaissant avec lui, ils se connaissent entre eux, il vous dit, quand tu veux construire l'immeuble, je préfère, au lieu de construire en 1 an, de construire en 5 ans les grosses œuvres et faire les finitions en 5 ans. 10 ans. Mes frères africains, avez-vous de l'argent? C'est les riches qui fonctionnent comme ça. Avez-vous de l'argent? Avez-vous... Quand il parle de l'immeuble, ces immeubles, c'est dans les... On a parlé de celui de mon frère Song. C'est les 6 millions. As-tu 3 millions d'euros que tu dois construire, attendre 5 ans, aller chercher, réunir encore 3 millions d'euros, aller faire les finitions et c'est qu'ils nous trompent. Ces gens-là nous trompent. Mais on n'est pas riches. Ce sont des riches, ce sont des gens qui ont une fortune. Et ils sont en train de nous distraire. Ils sont en train de nous distraire. Parce que, regardez les États-Unis. C'est pas le pays le plus endetté du monde. Quand ils parlent, quel pays peut parler au monde? Oh, regardez la Chine pour arriver où ils sont. Ils n'ont pas sacrifié. Tu ne pouvais pas faire 2 enfants. Ton père était menuisier, tu continues à faire la menuiserie, même comme tu es fils unique. Pour arriver là où ils sont. Mes frères, si nous voulons porter l'Afrique là, ce n'est pas avec nos propres moyens. Tandis qu'ils disent ça, les expatriés sont chez nous. Ils les prêtent des centaines de millions. On est sur le marché, on devient leur revendeur. Ils produisent. Et quand vous allez même rentrer en Afrique, vous saurez que les agents, les techniciens de surface de ces expatriés qui ont tout occupé dans tous les domaines parce que les Tshipama les ont prêté de l'argent à des taux faibles et nous ont empêché d'avoir accès à cette là. Merci Bertin. On va laisser Stan conclure. Bertin dit quelque chose de très essentiel. Vous savez pas, les gens rigolent dans la salle, les gens rigolent, mais ils ne se rendent pas compte que c'est aussi un élément qui fait que il y a beaucoup d'entreprises étrangères, bon, pour la plupart européennes, américaines, qui superforment en Afrique. Il a dit clairement que quand les nationaux viennent pour emprunter de l'argent, le banquier demande 120% de garantie. Mais quand les étrangers viennent, pour la plupart européens, américains, peut-être même chinois, et on les donne de l'argent sans garantie. C'est-à-dire on les donne 100 milliards comme ça, mais on ne les demande pas les 120% parce qu'on suppose que le passeport déjà est une garantie. Et là, il a entré clairement que les banquiers mettent en plus en valeur les investisseurs étrangers que des investisseurs nationaux. Et il dit bien clairement que quand tu es national, on te demande davantage de garanties que personne qui va étranger. Alors, si nos banques fonctionnent comme ça, comment voulez-vous qu'à un moment donné, l'économie soit dirigée par des nationaux? Donc, à un moment donné, il ne faut pas se mentir.
Les banquiers, en donnant l'argent presque gratuitement, parce qu'il faut le dire, il n'a pas mentionné ça également, mais les taux d'intérêt sont également largement inférieurs par rapport aux taux d'intérêt des nationaux. Automatiquement, sur le marché déjà, ils sont supérieurs à nous. C'est-à-dire qu'ils ont un avantage déjà sur le marché par rapport aux nationaux. Et ça, c'est un réel problème en Afrique. Et ce qu'il est en train de dire clairement, c'est que quoi? C'est que aujourd'hui, clairement, il y a un problème au niveau du financement des nationaux. Aujourd'hui, clairement, les banques doivent revoir la manière dont ils financent les nationaux. Je pense qu'à un moment donné, c'est même le problème actuel de la banque en Afrique. Il faut le dire clairement. Le problème actuel de la banque en Afrique, c'est qu'ils ne financent pas assez les nationaux. La banque tellement demande de garanties qu'ils ne financent pas les nationaux. Et on sait qu'une économie ne peut évoluer, ne peut croire que lorsque la banque finance, la banque prête de l'argent. Donc n'attendez pas que l'Afrique change, que l'Afrique évolue si les banquiers refusent de prêter de l'argent. C'est-à-dire que ce que Bertrand dit ici est très essentiel. Les banques doivent davantage prêter de l'argent si on veut que nos économies évoluent. Donc si on reste encore dans le cas où les banques refusent de prêter de l'argent et que les banques préfèrent prêter aux étrangers, l'économie, même si ça avance, ce sont les étrangers qui iront la même mise sur notre économie. Et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Et c'est pour ça d'ailleurs que Bertin dit, attention à ces gens-là. Même les banquiers, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Même si c'est le terrain où on a enterré ton père, il va prendre. C'est pour ça d'ailleurs que vous dites tout à l'heure que le banquier ne regarde que ça. Lui, il s'en bat les coups de ton bénéfice. Il s'en fout de ce que tu gagnes. Ce qu'il importe, c'est le risque et de comment il récupère son argent en cas de perte, en cas de faillite. Non, je vais pas... On va laisser Stan conclure. Attendez, je fais ma conclusion. Pour conclure. Alors, je vois que vous aimez le populisme, c'est très bien. C'est bien, hein. Vous savez, le business, c'est pas le populisme, hein. Peut-être que ça c'est rigolo, on applaudit et tout ça. Mais je vous parle en tant qu'expert de risque management. Et s'il y a une chose que vous devez retenir de tout ce que je vous ai dit, empruntez que quand vous en avez besoin, sérieusement. Et quand vous en avez besoin, empruntez dans les meilleures conditions possibles. Ce que ça veut dire, vous devez vous mettre dans une position de crédibilité suffisamment solide pour pouvoir améliorer les conditions d'emprunt. Pour ceux qui vivent en Afrique, vous savez très bien qu'accéder au financement, c'est la croix et la bannière. Donc, quand vous accédez finalement au crédit, les gens ont l'impression que c'est le Saint Graal, donc on le prend, quelles que soient les conditions, ce qui est une erreur, parce que rappelez-vous que vous devez rembourser. Le banquier vous dit, vous garantissez à 120%. Mais pourquoi vous voudrez garantir à 120% un prêt sur lequel, lui, il aura une rémunération? Et donc, je vous dis, empruntez quand c'est nécessaire. Tout à l'heure, j'ai parlé de faire un immeuble en 10 ans. Mais c'est pas j'ai construit un immeuble, mais je vis pas de ça. Ce que je veux dire, j'ai un business. L'immobilier, finalement, c'est la base de la richesse. Donc, c'est parce que j'ai construit une entreprise qui fonctionne bien qu'aujourd'hui, je peux construire de l'immobilier. Et donc, chaque fois que vous pouvez investir, pas toutes vos économies, revenons à des montants raisonnables, si vous voulez. Si vous avez 10 000 euros, que vous voulez investir dans un business, investissez 6 000 ou 7 000 et économisez 3 000. Mais ne prenez pas systématiquement un crédit, parce qu'en réalité, quand vous écoutez, vous avez un cash collatéral. Ok, vous avez un cash pour garantie, vous prenez 10 000 euros, vous avez vos 10 000 euros que vous gardez. Vous pensez que c'est quelque chose de safe? Non, c'est nanti. Ce que ça veut dire, si vous ne remboursez pas, on prend vos 10 000 euros pour rembourser. Donc ce n'est pas pour vous. Vous dormez pas tranquille. Vous dites non, j'ai mes 10 000 euros qui sont toujours mon épargne. Ce n'est plus votre épargne puisque c'est nanti. C'est une garantie, ça vous appartient plus. Donc quand le banquier vous dit que vous avez l'argent, vous allez dormir tranquillement, mais c'est pas vrai, ça vous appartient pas. C'est nanti. C'est ce que ça veut dire, nanti. Donc, je vous dis sérieusement, empruntez quand c'est nécessaire et il faut savoir emprunter. Parce que quand on emprunte pour rembourser. Quand vous remboursez pas, tout ce que vous avez mis en garantie
deviennent la propriété du banquier. Merci. Ce que Stan a dit est vrai, mais en partie. Parce que si tu as 10 000 euros, tu empruntes, tu les mets en nantissement et que tu empruntes 10 000, c'est bon. Mais est-ce que ta vision est de 10 000? Non. Réponds-moi. Non, ta vision est de 5 millions. Mais comment tu vas y arriver? Tes 10 000 te permettent d'ouvrir la porte. Bon, les amis, je vais arrêter ici. Je peux arrêter ici. Bon, Stan déjà, je peux conclure la vidéo. Hein. Moi, je pense que la personne qui est assez lucide et qui dit un peu ce qui est raisonnable, à mon avis, je dis ici là, son reste d'un point de vue banquier financier, c'est Stan Zézé. Vous savez, Stan Zézé est tout simplement en train de dire que lorsque vous décidez d'aller faire un emprunt bancaire, faites attention. Faites attention parce que si le banquier vous dit que je peux vous donner 30 000 euros, n'allez pas seulement courir à prendre les 30 000 euros. Parce que ces 30 000 euros que vous allez aller prendre, ça peut être le départ de votre chute. Donc, c'est en entrée tout simplement que quand vous allez chercher l'argent chez le banquier, assurez-vous que cet argent, vous l'avez réellement besoin. Et vous savez pertinemment que lorsque je l'emprunte à des bonnes conditions, dans un taux d'intérêt intéressant, mais également j'ai la totale capacité de rembourser ce prêt. Et moi également, je suis ceux qui pensent que si j'ai un investissement de 20 000 euros à faire et que dans mon compte bancaire j'ai 20 000 euros, moi, Arthur, je vous dis bien, c'est mon avis à moi, je pouvais prendre 12 000 euros, 13 000 euros sur mes 20 000 euros et aller prêter 7 000 euros chez le banquier. Oui, parce que moi, je trouve que c'est pas intéressant d'aller prendre 20 000 euros chez le banquier alors que j'ai déjà 20 000 euros dans mon compte bancaire. Non. Je pars en prenant 12 000 euros, en prenant 8 000 euros, si peut-être je mets 12 000 euros, déjà en allant chez le banquier, j'ai déjà le rapport de force que je gagne. Puisque quand je vais négocier avec le banquier, je vais dire, moi j'apporte déjà 12 000 euros, je prends déjà une grosse partie, donc je limite le risque du banquier. Donc automatiquement chez le banquier, il peut m'accorder à des taux très intéressants parce que c'est d'ailleurs que je mets davantage de fonds propres dans le business. J'ai un rapport de force que je gagne. Et donc je pense que quand Stan Zézé dit ça, il a totalement raison. N'allez pourquoi? Parce qu'après vous allez dire oui. Si demain il y a une opportunité d'investissement de 20 000 euros et que peut-être vous n'avez pas ces 20 000 euros, cela ne vous empêche pas d'aller encore chez le banquier prendre 2 000 euros. Parce que dès le départ, le banquier, c'est que quand vous avez déjà de l'argent, vous mettez d'abord pour vous, même à l'intérieur. Donc en soi, c'est parce que je mets 12 000 euros sur 20 000 euros et que demain j'ai besoin d'un autre prêt de 20 000 euros et que je peux prendre totalement 20 000 euros que j'ai fait une erreur. Puisque je peux encore aller chez le banquier prendre 20 000 euros. Donc en fait, ça sert à rien d'aller prendre de l'argent qui va me coûter beaucoup cher alors que j'ai déjà l'argent dans un compte bancaire. Non. Je pense que la personne qui pour moi est assez logique pour moi, c'est Stan Zézé. C'est parce que j'ai investi 20 000 euros que ça veut dire que je ne penserais pas investir 50, 100 000 euros derrière, comme Jean-Claude le dit ici. Non. C'est parce que je prends 10 000 euros dans mes fonds pour que je n'ai pas envie d'investir demain 50, 100, 200 000 euros. Ça n'a rien à voir. Je peux vouloir investir 200, 500 000 euros derrière. Mais si aujourd'hui je veux investir 20 000 euros et que j'ai 20 000 euros dans mon compte, pourquoi je vais aller chez le banquier et prendre totalement les 20 000 euros? Non. Je prends 12 000 euros. Je prends 12 000 euros sur mon épargne. Je prends 8 000 euros. Et ensuite, si j'ai un investissement de 50 000 euros et que j'ai pas 50 000 euros, oui, là, je peux aller réfléchir, voir comment je peux prendre davantage chez le banquier. Mais sachez une chose, c'est que quelle que soit la manière, quand vous voulez investir et que vous avez de l'argent, vous avez de l'épargne, commencez d'abord par votre épargne. Pas toute votre épargne, mais d'abord par une partie de votre épargne. Parce que ce que j'ai encore de vous dire également, c'est que même le banquier, ça le rassure. Quand vous allez chez un banquier prendre l'argent et que par exemple, vous achetez une maison, un bien, vous avez de 200 000 euros et que vous avez déjà 50 000 euros, le banquier suppose que vous êtes des personnes quand même qui saviez épargner de l'argent. Parce que c'est pas tout le monde qui vient avec 50 000 euros dans le compte. Il voit votre salaire, il voit votre argent, vous avez le compte. Il y a des gens qui touchent peut-être le même salaire, mais qui ne réussissent même pas à épargner 20 000 euros. Donc, il suppose que vous allez certainement réussir à leur remettre leur argent. Du coup, vous pouvez me réduire votre taux d'intérêt. Donc, moi, je pense que Sans déjà totalement raison sur cette chose-là. Mais lorsqu'il prend l'exemple du bien immobilier, je suis pas tellement d'accord avec lui. Parce que même si tu as un business qui tourne, c'est pas pour le cas que tu vas quand même investir sur un bien immobilier sur 10 ans. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, les amis. Même si tu as un business qui tourne, pour moi, ça n'a aucun sens. C'est vrai qu'on a vu plein de personnes qui ont de l'argent, qui investissent sur des biens immobiliers, même sur 10 ans. On en voit plein. Mais des fois, il y a des projets qui sont longs. C'est normal, tu fais un immeuble de 20 étages, 25 étages, c'est sûr, c'est pas un projet qu'on fait en 1-2 ans. Ça demande beaucoup de temps. Donc, dans ce cas de figure, tu sais comment tu vas
peut-être allonger ton investissement. Mais si tu fais sur un bien que tu sais que tu peux, en 1 an, ça peut se faire. Pourquoi le faire en 10 ans quand c'est possible de le faire en une seule année? Non, c'est mieux si tu peux mettre une part de ton épargne pour réduire automatiquement ton taux d'intérêt chez le banquier, parce que tu vas négocier au fait que ton rapport de force est supérieur. Là, maintenant, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu vois, le banquier va te donner l'argent à un taux d'intérêt beaucoup plus bas pour que tu puisses faire les finitions, et à un moment donné, ton remboursement également sera rapide chez le banquier parce que tu as investi une grosse partie en fonds propres. Donc moi également ici, je pense que l'argent coûte de l'argent. Donc avant d'aller prendre l'argent, n'allez pas prendre l'argent pour prendre. Moi, j'ai souvent dit, quand je vois souvent les banques qui donnent, vous pouvez prendre 20 000 euros, vous pouvez prendre 30 000 euros, vous voyez le taux d'intérêt derrière 14%, 15%, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc moi, franchement, c'était vraiment intéressant, les trois ont une vision totalement différente. Le banquier, oui, c'est normal, il veut gagner l'argent, donc emprunter, gagner l'argent. Le financier, lui, sait pertinemment que voilà comment les banquiers fonctionnent. Lui, il sait comment les banquiers fonctionnent. En étant un financier, en gérant tout ce qui est finance, gestion financière, tout le reste, il sait comment se positionner. Et l'industriel, lui, tout ce qu'il veut, c'est quoi? C'est que l'économie l'économie évolue, qu'il y a croissance pour que son entreprise puisse évoluer. Et lui, il a besoin du financement de la banque. Et il sait comment les banquiers fonctionnent. Donc, c'est normal que les trois n'ont pas la même vision des choses. Donc, très intéressant ce trio-là, je trouve ça très intéressant. Et les amis, sachez une chose, c'est que avant d'aller emprunter de l'argent, posez-vous la question si réellement c'est nécessaire. Posez-vous la question si réellement c'est nécessaire. Ciao.